Eh bien voilà, une nouvelle journée qui va s'achever. J'espère que vos attentes ont été comblées dans l'ensemble. Sinon, pas de panique, rien n'est perdu. Armez-vous juste davantage de courage, de persévérance et surtout de pensée positive. Et commencez déjà par vous projeter sur le lendemain puisque, comme le dit cette citation, la journée est courte, mais la tâche à accomplir est immense. En attendant demain, et si on se donnait le temps d'un moment de télévision sur BB24, bienvenue sur le grand rendez-vous. C'était la météo, le temps qu'il fera demain mercredi. Si vous l'avez prise au vol, vous n'avez qu'à nous suivre. La météo repassera en fin d'émission. Alors aujourd'hui, il est prévu 4 panels. Le monde agricole l'espère, autant savoir, nature et bien-être. Et d'ailleurs, nature et bien-être de ce jour donc, nous replonge dans l'univers des déchets électroniques, pas pour nous intoxiquer, rassurez-vous, mais juste pour voir s'il y a des tests qui réglementent le secteur avec pour finalité la protection de l'environnement. Autant savoir quelle est la formation prévue pour les conducteurs de tricycle. Ont-ils droit ou non d'une autorisation pour conduire leur engin? On le saura dans cette émission. On entend souvent parler de la fonction de géomètre. Quelle formation faire pour devenir géomètre? Est-ce qu'on peut assimiler les géomètres aux topographes? Restez tout simplement avec nous sur cette émission et vous aurez réponse à toutes ces interrogations. Avec les acteurs du monde agricole, on saura si l'utilisation du compost et donc du compost, la matière donc organique, est la solution pour un meilleur rendement, pour un rendement optimal. Le monde agricole, on l'aura tout à l'heure après donc les titres que va nous présenter donc Nadège Soni. Je me tourne vers elle. Nadège Soni, bonjour. Bonsoir Karamat Agbataou. Alors pour ce 19h45, on parlera des téléphones portables, ordinateurs et fer à repasser ou autres qui sont très utiles au quotidien. Mais que deviennent-ils une fois hors d'usage? On en parle dans cette édition. Les tricycles sont parfois vecteurs d'insécurité routière à cause de leur mauvaise conduite. Quelles sont les règles à respecter par ces conducteurs pour éviter les accidents? Vous aurez un reportage sur le sujet. Et les marmites en aluminium sont généralement les plus utilisées pour de nombreuses préparations en cuisine. Au Bénin, elles sont fabriquées de façon artisanale. Gloria Oni nous propose un reportage sur le sujet dans ce 19h45.
Merci à vous, Nadège Soni. On vous retrouve donc dans 45 minutes, sinon un peu moins, pour la grande édition, le développement donc, de ces titres. Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, le monde agricole, c'est bien le premier plateau que nous allons installer avec Estelle Pazou et son invité, Monsieur Tchabi. Il est agronome. Nous allons parler aujourd'hui compost et le rendement sur donc, nos cultures. Est-ce qu'il faut utiliser le compost pour avoir un meilleur rendement? On le saura juste après ce reportage que nous propose Koudous Abdoulaye. Site de maraîchage de Kadiaou. Sur cet espace est produit du compost, l'un des facteurs de production agricole. Une initiative des maraîchers du dit site qui en ont fait une activité associative. La production de compost suit un processus bien précis. Après avoir collectionné les déchets des marchés, des hôtels et des ménages, ces déchets sont récupérés et exposés sous forme de tas. Un mélange hétérogène arrosé sur plusieurs semaines. Exposés, ces déchets finissent par se décomposer et passent à l'étape du tamis. Au bout du 4e mois, nous avons le compost mûr. Et la dernière étape, c'est le tamisage et l'ensachage. Si vous mettez de la fiente et vous êtes en train d'arroser, bon, si la fiente commence pas à travailler, vous mettez de l'engrais pour renforcer le sol, quoi. Après le tamis, le compost réalisé est mis dans des sacs. Une partie est livrée à un prix étudié aux maraîchers du site et membres de l'association. La plus grande partie est vendue aux producteurs de Cotonou et environ. D'abord, sur le site, nous avons besoin du compost. Nous utilisons et le surplus, on vend ça à l'extérieur. Le compost produit par les maraîchers de Kadiaou a contribué à rehausser la qualité du sol sur lequel ils produisent. Installés sur le site depuis plus d'une cinquantaine d'années, ils ont été confrontés par la faible productivité du sol. Mais la solution est trouvée avec l'usage de ce produit naturel. Je fais partie des membres de la coopérative fabriquant le compost et nous avons un prix forfaitaire pour les coopérateurs qui est à 500 francs le sac de 50 kg. Et à son temps, moi j'ai utilisé 150 sacs sur ma parcelle. Juste depuis près de 5 ans que je l'ai acheté. Mais ça générait toujours un rendement plus fort que ce que je prenais il y a cela de 6 ans. L'ambition des maraîchers de Kadiaou est de parvenir à approvisionner tout Cotonou en compost et au-delà toutes les communes du Bénin. C'est pour cela qu'ils plaident pour un renforcement en matériel de production. Ce que nous prenons, c'est ça que tous les Bénins mangent. Donc, si on continue par la production chimique, c'est qu'on est en train d'intoxiquer la population. Donc, notre devise, c'est de produire sain dans un environnement sain pour le bien-être de la population. Et pour ce faire, il nous faut des moyens. Malheureusement, le seul tracteur que nous avons pour le ramassage des matières premières pour la fabrication de compost est tombé en panne. Et on n'a pas trouvé les pièces ni à Cotonou, ici au Ghana, au Nigeria, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Faire du Bénin une puissance agricole passe également par le soutien des initiatives du genre. Elles permettent non seulement de rehausser le niveau de la production, mais également de préserver la santé du consommateur. Face au changement climatique, l'utilisation des matières organiques est recommandée pour l'enrichissement des sols, c'est vrai, mais aussi pour la protection de l'environnement. Mais qu'en est-il du rendement agricole? C'est ce qui fera l'objet donc de cet entretien que va nous accorder tout à l'heure Monsieur Tchabi Faki Oye Dekbo, c'est ça, j'espère bien que je ne me trompe pas sur la prononciation de votre nom. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce temps d'échange. Vous êtes agronome, que je le disais.
Oui. D'accord. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir, Karama Tagwata. Alors, vous avez en face de vous votre invité avec qui on aura des informations sur l'utilisation du compost et de son impact sur le rendement. On y va. Absolument, vous le dites si bien, mais avant d'aborder cet aspect, on va essayer de définir ce que c'est que le compostage. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, pour définir le compostage, nous pouvons dire que c'est une technique qui aboutit à l'obtention du compost. Et cette technique n'est rien d'autre que la dégradation des produits organiques qui peuvent être d'origine animale, c'est-à-dire issus des animaux, ou bien d'origine végétale, dans un environnement contrôlé. Lorsque nous parlons d'environnement contrôlé, c'est-à-dire quoi? Il faut de l'aération, il faut que les conditions soient réunies pour que les micro-organismes puissent décomposer, et il faut de l'eau. Alors, on a vu dans le reportage, ce sont les déchets, en général, les déchets qui font le compost. Est-ce que tous les types de déchets participent à ce compostage-là? Non. Et les déchets qui sont essentiellement priorisés lors de la fabrication du compost, ce sont les déchets biodégradables, c'est-à-dire qui peuvent subir une décomposition lorsqu'ils sont en tas. Donc, pour cela, nous pouvons utiliser les fumiers, c'est-à-dire les dégestions des animaux, les carcasses d'animaux. Nous pouvons aussi utiliser les résidus de récolte, c'est-à-dire lorsqu'on sème les plantes, après avoir enlevé ce qui sera mangé, le reste, on peut utiliser. Nous pouvons aussi utiliser les déchets d'industrie, c'est-à-dire lorsque nous prenons l'industrie laitière ou bien l'industrie de sucre, les drèches, après le malaxage et autres, ce sont aussi des déchets que nous pouvons utiliser. On peut aussi utiliser les déchets des ordures ménagères, c'est-à-dire les restes d'aliments, même nos cartons aussi qu'on utilise qui n'ont pas été imprimés, peuvent aussi entrer en ligne de compte pour le compostage. Ok, d'accord. Et est-ce que tout le monde peut facilement faire le compost, composer ce mélange-là de matière organique? Oui, tout le monde peut le faire. Ça dépend de l'objectif visé, de la taille de votre exploitation. Lorsque vous êtes chez vous et vous avez un petit jardin, les ordures que vous utilisez, au lieu de les jeter, vous pouvez mettre ça en taille et réaliser le compost. Ça confirme bien ce que disait l'auteur, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Il faut juste avoir l'information et la technique qu'il faut pour y arriver. Oui, exactement. Et justement, en parlant de technique, quelles sont les différentes techniques de compostage qu'il existe? En fait, pour résumer, en dehors de, même si on cite les techniques, ça se résume à un principe. C'est-à-dire quoi? Il faut faire un mélange des différents résidus et faire un tas. Et c'est ce mélange qui subit la décomposition pour aboutir au compost. Donc, vous pouvez réaliser un tas simple, c'est-à-dire prendre les résidus, faire des alternances en couches jusqu'à une certaine hauteur et faire le tas. Et suivre ce processus, c'est-à-dire arroser, retourner périodiquement pour aérer le tas. Ou bien vous pouvez creuser des fosses et y mettre vos résidus, ou bien faire des bacs préfabriqués et mettre ça. Ça, ce sont les différentes techniques. Ou bien si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi des organismes décomposeurs directement comme les vers de terre, après avoir exposé, ou bien aussi vous pouvez utiliser les laves de mouches. Et comment se fait cette superposition des matières? Comme je le disais tantôt, pour aboutir à un compost bien fait, il faut utiliser aussi bien des résidus d'origine animale que végétale. Et donc, lorsque vous voulez réaliser ça, si c'est du compostage en tas issu seulement des tentes des bâches, et maintenant vous faites une succession des différentes couches de résidus. On met en bas. De façon alternative. Oui, de façon alternative. Voilà. Il faut mettre les résidus d'origine végétale au début, ensuite les résidus d'origine animale et alterner jusqu'à avoir un tas compte tenu de la hauteur. Et quand vous faites tout ça, il faut combien de temps pour avoir le compost? Ça dépend de l'objectif. Lorsque vous voulez utiliser ça sur de grandes superficies pour lutter contre les adventices ou bien pour faire du paillage, vous pouvez utiliser ça sous forme fraîche, c'est-à-dire au bout de 2 à 3 semaines. Mais lorsqu'on veut utiliser ça pour faire une production et pour culture, vous pouvez attendre 3 mois, 5 mois comme ça avant d'avoir la maturation, pour avoir le produit, le compost même. Et quand on a le compost, comment on applique ça à la terre pour en bénéficier? Appliquer à la terre, vous pouvez appliquer ça lors du labour. Par exemple, lorsque vous prenez les maraîchers, lors de la confection des planches, on peut déjà mettre le compost et prendre ça sur la surface et retourner ça avec le labour. Et là, ça permet d'incorporer ça au sol avant de semer. Si vous voulez, lorsque les plantes sont déjà là,
vous pouvez, compte tenu du cycle culturel de la plante, vous pouvez venir appliquer en traçant des lignes au milieu, entre les lignes, et vous mettez le compost, et vous appliquez et vous fermez. Et quels sont les avantages qu'on en tire? Tout d'abord, il faut retenir que le compost a deux rôles essentiellement. Au plan environnemental, comme ça permet le traitement des déchets, ça peut permettre de lutter contre la pollution. Donc ces résidus qui polluent la nature, on peut enlever ça. Maintenant, du point de vue agronomique, ça permet d'améliorer les caractéristiques du sol, qui est le support pour produire. Et cela peut permettre, compte tenu de la nature des résidus utilisés, avoir de bons rendements. Donc c'est l'avantage, de façon résumée, que cela procure aux plantes. Alors, pour la plupart de nos exploitants agricoles, ils ont de petites surfaces, de petites exploitations qu'ils utilisent. Dites-nous, en termes de quantité, il faut combien de... Je ne sais pas, quelle est la quantité qu'il faut de compost pour une parcelle de 1 hectare, par exemple? Pour une parcelle de 1 hectare, vous pouvez préconiser jusqu'à 10-15 tonnes. Avoir de grandes quantités quand même pour l'application. Et c'est là même l'un des problèmes, bon, je dis l'un des limites du compostage, puisque lorsque nous avons affaire à de grandes superficies, il faut de grandes quantités après. Mais sur de petites surfaces, des planches de 7 mètres carrés, 8 mètres carrés, il y a des sacs de 25 kg facilement transportables. Vous pouvez déjà appliquer ça compte tenu de la culture en place. Et le tout est joué. Alors, est-ce que vous confirmez les dires de ce producteur-là que nous avons suivi dans le reportage et qui a affirmé, qui dit qu'avec le compost, qu'il y a eu un meilleur rendement? Vous êtes agronome, vous êtes dans la recherche un tout petit peu, vous êtes aussi acteur dans le domaine. Est-ce que vous confirmez ces dires? Je ne dirais pas que je confirme. Ça dépend de la source des résidus qu'il a utilisé pour faire son compost. Mais si le compost obtenu respecte les normes, c'est-à-dire en termes de caractéristiques physico-chimiques que ça doit donner, on aura de bons rendements. Mais lorsqu'on a affaire à des composts qui ne respectent pas les normes, on peut assister au contraire. Donc je ne dirais pas forcément que le compostage augmente les rendements, mais un compostage bien fait, qui respecte les normes telles que préconisées, va induire un bon rendement. Justement, parlant de normes, allez-y Estelle. J'ai bien envie de savoir, est-ce qu'on peut appliquer le compost à toutes les cultures? Oui, à toutes les cultures. Lorsque vous avez affaire à des cultures pérennes dans les exploitations forestières, quand il dit culture pérenne, les manguiers, l'anacadie, vous pouvez appliquer du compost. Mais lorsque vous avez des cultures annuelles, c'est-à-dire qui ont un cycle relativement court, le maïs, l'arachide et autres, vous pouvez appliquer le compost. Les cultures maraîchères aussi qui ont un cycle très court, vous pouvez appliquer le compost. Et est-ce qu'il y a des risques liés à un mauvais compostage, par exemple? Oui, il y a des risques liés à un mauvais. Quels sont ces risques-là? Si vous n'attendez pas le temps de maturation, par exemple, et vous pensez que déjà dans les 3-5 premières semaines, le compost est déjà bon et vous appliquez, lorsque c'est à l'état frais comme ça et la maturation n'est pas encore prononcée, ça peut se chauffer dans le sol et détruire les cultures. Comme ça aussi, lorsque vous appliquez ça et c'est trop humide, ça n'a pas été réalisé, lorsque vous appliquez ça, vous n'avez pas le résultat escompté. Et ça peut même polluer à cause du lessivage des éléments nutritifs dus à l'eau. Ça peut même polluer. Donc, il faut effectivement veiller à avoir la maturation avant d'appliquer le compost. Donc, il y a des je ne sais pas comment dire, des caractéristiques qu'il faut respecter pour avoir le bon compostage et finalement avoir un bon rendement. Ce que je vais demander à Estelle, c'est de faire revenir, si possible, notre invité, tellement les informations qu'il donne sont intéressantes. Moi, j'ai envie vraiment d'approfondir ce sujet-là, surtout en matière de technique, de respect, parce que vous êtes revenu là-dessus. Il faut pouvoir respecter la procédure, la façon de faire le compost ou le compostage. Exactement. Pour avoir un meilleur rendement, puisque nous savons aujourd'hui que la population, elle s'accroît chaque fois. Donc, il faut nourrir beaucoup de bouches et pour y arriver, il faut cultiver beaucoup tout en préservant la nature et la santé. C'est l'un des défis majeurs de l'agriculture actuellement, c'est de pouvoir nourrir dans un contexte d'explosion démographique et de changement climatique. Et là, on parle d'agriculture intelligente. Agriculture intelligente. Il y a tous les concepts, vous pouvez agriculture intégrée, agriculture raisonnée, c'est des concepts. C'est toujours la même idée quand même. Oui, la même idée, c'est la préservation de l'environnement tout en produisant de qualité et en quantité.
Merci, monsieur Djabi Faki. Je vous en prie, tout le plaisir pour moi. Karamat, je pense que... C'est bon pour le plateau. Est-ce que vous promettez le faire revenir enfin? Moi, je souhaiterais, s'il est vraiment disponible, qu'il revienne et qu'on parle vraiment de technique pour le compostage. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour réussir son compostage? Parce que notre économie, elle est basée sur l'agriculture et il faut encourager ces jeunes-là qui embrassent cette filière et c'est pouvoir leur mettre toutes les conditions, leur permettre d'y aller sans difficulté. Pas de problème. Merci beaucoup. Estelle Pazou, c'était donc le monde agricole avec vous aujourd'hui. Il s'est agi donc du compost. Si vous nous avez suivis avec grand plaisir, c'est tant mieux. La suite, donc, c'est avec nature et bien-être. Nature et bien-être, on y va d'abord avec ceci. Nature et bien-être, on parlait donc la dernière fois des déchets électriques, électroniques. Voilà, j'y arrive, les déchets électroniques. Est-ce qu'il y a des tests qui existent pour réglementer ce secteur? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant, revoyons encore une fois ce reportage de William Choki. Le développement de la science et de la technologie rend l'homme de plus en plus dépendant des appareils. Au bureau comme à la maison, l'homme a besoin des équipements électriques et électroniques au quotidien. L'homme est devenu l'esclave du progrès. Au Bénin, par exemple, des milliers de tonnes d'équipements électriques et électroniques atterrissent sur le territoire. L'envie affichée du président de la République de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique a amené le gouvernement à supprimer toutes les tasses qu'il prélevait sur les ordinateurs et ses accessoires. C'est pourquoi bon nombre de véhicules d'occasion qui passent par le port sont remplis d'ordinateurs et de télévisions. Mais que deviennent les déchets électriques et électroniques? Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2007, le Bénin est passé de 6 000 à 8 000 tonnes de déchets électroniques et électriques. Ces équipements de deuxième main, pour la plupart, se retrouvent très tôt sur les dépotoirs ou décharges. L'eau de pluie lessive tous les métaux lourds qu'ils contiennent et cela entraîne la pollution de la nappe phréatique. Ceci entraîne une contamination des produits maraîchers. Ceux qui travaillent sur ces déchets sauvages, à force de casser, d'inhaler des gaz et de brûler les plastiques, sont tellement exposés aux maladies et en meurent en silence sans que personne n'arrive à faire le lien entre leur travail et leur décès. Dans son œuvre, le manifeste pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets électriques et électroniques au Bénin, l'expert et consultant international en environnement, l'ancien ministre Rogatien Biaou, affirme que les déchets électriques et électroniques présentent des conséquences graves sur la santé humaine et sur l'environnement. Il faut, selon Rogatien Biaou, 485 millions de francs CFA par an pour la collecte, le tri, le stockage et le traitement de ces déchets au Bénin. Voilà donc William Choki, notre collègue, a contribué donc à la réalisation de ce document que vous venez donc de suivre sur les déchets électroniques. Ils sont déjà sur ce plateau, Amandine Anyambossou et son invité, Monsieur Stéphane Zizindorwe. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là pour nous parler un peu de ce qu'il faut, hein, que dit la loi concrètement sur le sujet, qui va être déballé sur le tapis tout à l'heure. Amandine Anyambossou. Agnat et ah non, je ne suis pas Agnat. C'est Karamat ici. Encore que je peux être Agnat, hein, dans une certaine mesure. Bonsoir à vous. Bonsoir, comment vous portez? Ça va bien. Et alors, de votre côté? Ça va, ça va. Alors vous revenez, Amandine, avec ce sujet tellement il est sensible. Voilà, c'est un sujet sensible et on va consacrer toute la semaine aux déchets des équipements électroniques et électriques. Donc la dernière fois, on avait parlé des impacts environnementaux. Aujourd'hui, on va aborder la question de la législation et ce sera justement avec le spécialiste Stéphane Zizindorwe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà quelles sont les catégories de déchets électriques et électroniques que nous avons.
Très bien. Nous allons d'abord dire qu'est-ce que c'est qu'un déchet. Un déchet, c'est une substance que l'on tient à éliminer. Et la Convention de Bâle donne 2 attributs pour pouvoir classer les déchets de dangereux. Il faut d'abord que le déchet soit qualifié de dangereux ou bien que la législation du pays le dise qu'il le qualifie de dangereux. Donc, la Convention de Bâle, ayant cadré la dangerosité du déchet, nous allons catégoriser maintenant les déchets. Depuis le 1er janvier 2015, nous avons 4 catégories pour classer les déchets. La première catégorie, ce sont les PAM, c'est-à-dire les petits appareils en mélange. La deuxième catégorie, ce sont les GEM hors froid. Après, nous avons les GEM froid et nous avons les écrans. Pourquoi, dites-nous alors, pourquoi ces appareils inondent le marché africain en général et surtout le marché béninois en particulier? Très bien. Depuis les années 90, le Bénin en particulier a connu un boom des NTIC. Et pour pouvoir pallier à ce manque, il y a eu une importation massive des déchets, des équipements électriques et électroniques des pays d'Europe et d'Asie. Ce qui fait que les marchés africains sont devenus des dépotoirs de ce que les autres ne pouvaient plus utiliser. L'Africain ayant acheté moins cher se contente du reste des autres. Et on s'en contente un peu mal parce qu'il n'y a pas de règles de gestion de ces déchets. Il n'y a pas de règles, c'est pour ça que ces appareils nous sont envoyés. Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation? La réglementation primaire en matière de gestion des déchets des équipements électriques et électroniques, c'est la Convention de Bâle. Voilà. Le Bénin, le 22 mars 1989, a adopté cette convention qui contrôle les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et contrôle aussi leur, comment on appelle, leur... pas utilisation, non? Non, excusez-moi, j'ai un petit blanc dans la tête. Et contrôle leur élimination écologique rationnelle. En fait, c'est quoi la Convention de Bâle? La Convention de Bâle est un traité international qui a été conçu pour protéger les pays en voie de développement contre les importations des déchets dangereux des pays développés. Au-delà de la Convention de Bâle, nous avons la Convention de Bamako qui a été adoptée le 20 mars 1996 et qui interdit l'importation en Afrique des déchets dangereux et radioactifs lorsque les parties ne sont pas contractantes. Tout dernièrement, nous avons les parties prenantes de la CEDEAO qui ont décidé de mettre en place une stratégie sous-régionale pour pouvoir gérer les déchets dangereux. Et chaque pays va conceptualiser à son niveau tout ce qui concerne, selon son environnement, la gestion de ces déchets dangereux. Au niveau local au Bénin, de quoi dispose-t-on pour réglementer un peu le marché? Aujourd'hui, je puis dire qu'au Bénin, il n'y a aucune réglementation pour gérer les déchets dangereux, notamment les D3E. Et il n'y a non pas plus de directives qui visent à protéger l'environnement et la santé humaine contre les effets nocifs de la production et de l'utilisation des déchets issus des équipements électriques et électroniques. Toutefois, au niveau du ministère de cadre de vie, et notamment à la Direction générale de l'environnement et du climat, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Le travail de fond qui est en train d'être fait, notamment, c'est l'actualisation des données du diagnostic national. Premièrement, il y a aussi la finalisation du plan de gestion des D3E. Et tout dernièrement, on nous dit que c'est presque prêt. C'est le décret qui va réglementer enfin la gestion des D3E au Bénin. Mais est-ce que tout ça là, une fois adopté ou bien une fois adopté, est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, parce que vous avez parlé de la Convention de Bâle, de la Convention de Bamako et autres, mais on sent que ça n'a rien changé dans les habitudes des Africains ni des Béninois. Les déchets électroniques, on en voit, c'est tous les jours que c'est déversé sur le continent. Vous savez, nos États, lorsqu'ils vont dans les grandes messes, dans des grandes réunions, c'était le cas tout dernièrement à la COP 23, on adopte, on ratifie, mais en réalité, sur le terrain, on n'applique pas. Il faut être sincère, on n'applique rien.
Ce mal, il est juste propre au continent africain ou Il est plus propre aux Africains parce que vous savez, lorsqu'il y a des conventions que vous ratifiez et ça vous donne droit à des aides, à des accompagnements financiers de la part des bailleurs internationaux. Mais l'essentiel, ce n'est pas simplement d'avoir de l'aide, il faut savoir ce qu'on fait avec cette aide. Il faut savoir comment est-ce que nous allons... Parce que quand on reçoit de l'aide dans un domaine, il faut l'investir dans ce domaine. Il faut l'investir dans ce domaine et impacter positivement les effets, contre les effets nocifs de ces Mais dans la réalité, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Dans la réalité, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Mais aujourd'hui, je puis vous dire qu'il y a de la société civile, à travers certaines organisations non gouvernementales, qui font du lobbying, qui font du plaidoyer et qui font du suivi pour pousser l'État, pour pousser les acteurs gouvernementaux à vraiment agir dans le domaine. Et vous savez, nous sommes à une ère où tout est informatisé. On peut balancer des informations sur le net, sur les réseaux sociaux, et ça va toucher les acteurs qui ne rentrent pas en compte dans la gestion efficace des plans de développement. Vous intervenez déjà dans ce domaine. Est-ce que vos actions donnent déjà quelque chose? Bon, vous savez, une goutte d'eau dans une mare ne peut rien changer. Et il va falloir un peu généraliser ces interventions dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. Et aujourd'hui, nous sommes bien heureux que notre ministère en charge de l'environnement s'appelle le ministère du cadre de vie. Vous voyez, lorsque vous avez des importations massives de déchets des équipements électriques et électroniques, et il n'y a pas un encadrement de la filière. Et ça finit où? Dans les ateliers de réparation ou dans les décharges sauvages, comme vous venez de montrer dans l'élément. Et ça, plus personne ne peut plus contrôler. Ça agit nocivement sur l'environnement, ça agit nocivement sur la santé des populations. Et là, c'est un problème national. Il faut que les autorités se lèvent et qu'on finalise ces textes afin que des mesures idoines soient prises pour pouvoir bloquer un tant soit peu ceux qui tuent. Parce qu'eux, ils veulent manger, ils s'en foutent de ce que les impacts et les effets collatéraux. Vous avez parlé tout à l'heure des tests qui doivent être adoptés, mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que voilà, le problème est là. On sait que les déchets électriques et électroniques, c'est un danger pour l'environnement, vous l'avez dit. Avant les tests, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour le moment... Si on laisse de côté l'action des ONG et autres, non, par exemple, moi, en tant que citoyen, est-ce que je ne dois plus acheter ces genres de produits ou bien... Oui, il faut faire attention. Vous savez, dans la manipulation des équipements électriques et électroniques, vous avez des substances qui sont très dangereuses. La simple ampoule, lorsque vous la cassez, elle libère des gaz. Ces gaz-là sont nocifs. Des fois, on dit, ah, j'avais jamais eu de l'asthme, j'ai commencé à avoir... Vous avez ce qu'on appelle l'IRA, les infections respiratoires aiguës qui s'accentuent dans la ville. Donc, c'est de faire attention à ce que nous achetons. Ça coûte peut-être cher d'acheter un équipement neuf, mais il faut mieux acheter un équipement neuf que d'aller acheter un équipement usagé qui n'a pas suivi un contrôle lorsqu'il est rentré au Bénin. Parce que vous savez, l'équipement peut être usagé, il a été recyclé et il est propre à rentrer encore en consommation. Là, des normes sont respectées. Mais lorsque ce n'est pas fait dans ce cadre et c'est manipulé à tort et à travers, vous êtes sûr que vous allez choper sûrement quelque chose dont vous n'avez connaissance. Et ça fait une perte économique. Hein, ça fait une perte économique. Un bras valide malade ne donnera pas le meilleur de lui-même. Hein. Forcément. Et puis les dépenses en frais pharmaceutiques s'accentuent. Des maladies, aujourd'hui, vous avez des maladies chroniques cancérigènes qui sont lésions. Vous avez l'infertilité qui prend de l'ampleur. Vous avez les maladies comme les maladies rénales, les maladies hépatiques, beaucoup d'affections. Vous avez des dysfonctionnements endocriniens. Vous avez des enfants qui naissent avec des déformations. Tout ça, c'est dû à... C'est lié aux déchets. Oui, entre autres, c'est lié aux déchets. Alors, M. Zindorowe, donc vous nous encouragez, donc, ou vous voulez décourager l'achat de ces appareils qu'on appelle appareils venus de France ou deuxième main, qui sont vraiment, moins disant, accessibles à la plupart des populations, plutôt que d'aller vers... Vous-même, vous savez, ce que quelqu'un d'autre a jeté, ça veut dire que dans son environnement, il n'en a plus besoin. C'est parce que nous n'avons pas des normes d'accréditation de ces appareils que nous faisons tout venir. Sinon, normalement, ces appareils qui ont connu un cycle de vie,
qui ont dépassé leur cycle de vie, peut-être qui sont mis au rebut ailleurs. Comment est-ce que vous pouvez accepter, si ce n'est pas une malédiction, que ce soit ça que nous reprenions? Parce que les matières premières, en fait, qui ont servi à concevoir ces matières, ces équipements, proviennent de chez nous. Eux, ils finissent de les utiliser très bien. Et ils nous renvoient les déchets. Et il se fait que, c'est vrai, à l'achat, ces appareils coûtent beaucoup moins cher, mais à chaque fois qu'ils se gâtent, on ne se rend pas compte qu'on dépense encore plus et il vaut mieux. Parce qu'on les tient, on ne veut pas lâcher, donc on perd pour la réparation et autres. Et rien qu'en termes de consommation électrique, c'est une facture électrique. Vous savez, lorsque l'appareil n'est pas neuf et tout, ça consomme beaucoup plus. Les accumulateurs, je ne sais pas comment ils appellent les électriciens, il y a des senseurs qui consomment encore plus. Et vous voyez, on ne s'en rend pas compte. On cherche à gagner et on perd. Est-ce que vous n'allez pas, M. Zizindorwe, orienter alors donc vos plaidoyers, vos démarches auprès de l'autorité dans ce sens-là aussi, limiter donc, pourquoi pas freiner ces entrées-là? Non, nous on a même un projet de loi qui va interdire l'importation des équipements électriques et électroniques dits déchets. Parce que, vous savez, lorsqu'un pays qui se respecte, qui veut être révélé, veut se montrer à la face du monde, ce n'est pas avec des déchets des autres qu'on se construit. On peut construire des équipements au Bénin. Nous avons des ingénieurs, nous avons des scientifiques qui respectent les normes de l'environnement. Vous voyez, le monsieur qui est passé tout à l'heure sur le plateau, il a dit comment est-ce qu'on peut faire du compostage et faire de l'engrais naturel, écologique. C'est ça le développement en fait. C'est de prendre ce que nous avons nous-mêmes et de faire le mieux pour qu'on puisse grandir dans un environnement durable. Merci beaucoup à vous, M. Zizindorwe. Je serai avec vous encore vendredi prochain. Nous allons parler cette fois-ci du recyclage. Ah oui, le recyclage des équipements électriques et électroniques. Oui, ce sera vendredi prochain. Merci, je serai toujours avec vous. Merci. Amandine Niambossou, j'ai compris que c'est la fin. Les téléspectateurs aussi ont compris que c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous donc, comme vous l'avez dit, vendredi prochain, toujours avec le même invité, M. Stéphane Zizindorwe. Merci d'être passé nous voir pour ces informations utiles. En tout cas, il faut éveiller la conscience de tout un chacun de nous. Nous en avons besoin. Alors, d'un plateau à un autre, nous orientons donc notre regard vers l'ESPER. Eh bien voilà, après le plateau nature et bien-être, c'est l'ESPER, notre expert aujourd'hui qui est avec nous et qui donc va nous entretenir sur le métier de géomètre ou bien même géomètre expert. On aura beaucoup plus d'informations là-dessus tout à l'heure. En tout cas, ce qu'il faut retenir, chers amis, c'est que ces acteurs sont sollicités pour effectuer des relevés de mesures sur des terrains ou à l'échelle même d'une ville, un peu comme Cotonou, Parakou, Boïkan et tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que ce sont les mêmes que les géographes, les topographes? Quelle nuance pouvons-nous donc faire? Nous le saurons tout à l'heure avec notre invité. Bonsoir, monsieur. Là, franchement, je cherche là où est-ce que j'ai inscrit votre nom. Je ne le trouve pas. Voilà, je le trouve là, mais c'est monsieur Kosubeto Briac. Oui. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous d'entrée, est-ce qu'on peut assimiler un géomètre à un topographe? Vous savez, le métier de géomètre, c'est un métier qui évolue. Et on parle de topographe d'un niveau donné. Quand, par exemple, vous avez le DTI, c'est un topographe. On parle de géomètre topographe. La science a tellement évolué qu'aujourd'hui, on parle de géomatique, tout ça. C'est-à-dire? Et la géomatique, c'est toujours un métier de géomètre, mais beaucoup plus assimilé et à l'ordinateur. C'est évolué au GPS, au traitement numérique. Parce que pour beaucoup de travaux aujourd'hui, on a besoin d'aller sur le terrain. Ah oui? Oui, on peut à partir des photos satellitaires déjà, les SIG et plein d'autres choses. Mais le métier de géomètre demeure indispensable. Comment on devient géomètre expert? D'abord, vous faites un cursus normal, primaire, secondaire, avec un bac D, un bac C, ou avec un DTI, géomètre topographe, option, vous postez dans une université où il y a un cycle d'ingénieur.
d'ingénieur, vous faites 5 ans régulièrement et vous sortez ingénieur géomètre. Ouais. Vous êtes ingénieur géomètre, vous venez dans votre pays, vous demandez des stages d'expertise et quand l'autre étudie votre dossier, le dossier est favorable, on vous envoie en stage pour 2 ans. D'accord. Et dans quel domaine interviennent-ils? Enfin, vous intervenez les géomètres. Oui. Et dans le foncier, on intervient dans beaucoup de domaines. Le géomètre, il y a les gros travaux. D'abord, la mise en place d'un système de coordonnées dans un pays, pas les moyens de triangulation, polygonation et plein d'autres trucs. On intervient là. On intervient dans le bornage, c'est-à-dire tout individu achète sa portion de terre, il faut les délimiter, il faut faire des plans, signer. Et on entend parler aussi du cubage. Non, le cubage, oui. c'est pas pareil. C'est pas oui, les géomètres peuvent travailler dans ce sens. Quand on prend par exemple les usines, par exemple, ou comme Monique Bolo, par exemple, on met des cubages, on peut les aider à faire des calculs dans ce sens-là. D'accord. Oui. Qui sont ceux-là qui sont appelés à faire appel aux géomètres? Tout le monde peut faire appel au géomètre. Tout le monde, même le citoyen lambda. Oui, bien sûr. Pour faire quoi concrètement? Un levé topographique. Sur sa parcelle. Oui, tu achètes ta portion de terre. Tu achètes ta portion de terre, il faut le borner. Le borner, c'est quoi? Il faut délimiter, mettre des bornes, des trucs qui matérialisent les limites de ta parcelle. Ce qui te permet d'exploiter ton terrain comme tu le veux. Parce que si tu vas acheter 500 mètres carrés et tu ne vas pas mettre les limites, et tu commences par construire, tu dépasses les limites, il y a les problèmes après. C'est ça qui crée les litiges et plein d'autres trucs. Donc, il faut à la précision centimétrique délimiter son territoire. Et ça, c'est un géomètre qui vous aide à le faire. Et c'est un géomètre qui vous produit les documents, qui vous montre les limites de votre parcelle. Qui sont vos mitoyens, sur quel côté, quelle distance, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, quelle distance vous avez. Et ces documents vous permettent d'aller à la confirmation des droits de propriété. Ou vous allez peut-être passer par un bornage contradictoire, aller à un titre foncier, plein de choses. Alors vous parliez tout à l'heure de problèmes fonciers. Nous savons que le Bénin est souvent confronté à ces genres de difficultés, ces problèmes fonciers, problèmes domaniales, parcelles à ne pas acheter, sous litige et tout ça. Et c'est-à-dire que le Béninois est de moins en moins enclin à solliciter l'expertise d'un géomètre. Oui, c'est très indispensable. Le Bénin, partout au Bénin aujourd'hui, c'est les problèmes fonciers. Il y a la domanialité qui est aussi un problème, c'est-à-dire le problème que l'État a sur ses propres limites et les problèmes que les individus aussi ont sur leurs limites. Et le géomètre est le seul spécialiste qui peut intervenir et mettre de l'ordre dans ça. Et la justice accompagne pour mettre chacun dans son droit. Alors, quelles sont vos attributions, les attributions du géomètre? Le géomètre expert intervient, on a un autre où les domaines dans lesquels on intervient sont spécifiés. Et il y a l'exécution des travaux de triangulation et de polygonation, il y a le nivellement de précision, il faut un réseau de nivellement dans le pays et tout ça. Il y a les travaux cadastraux, il y a la photogrammétrie, on intervient dans le génie civil, dans la construction des maisons, des routes, des ponts et chaussées, le géomètre expert intervient. Il y a l'exécution des plans topographiques spécialisés, la réalisation des opérations foncières comprenant plein de trucs, les lotissements, les aménagements, et même l'administration et la gestion foncière, l'évaluation des biens immobiliers. Normalement, même les cessions, locations et autres, pour dire des attributions des géomètres experts. Oui, mais aujourd'hui au Bénin, par exemple, les géomètres experts n'occupent pas ce territoire-là. C'est pas défaut d'information, manque d'information? Non, peut-être pas défaut du nombre. Pas manque, on ne sait pas. Peut-être que vous n'êtes pas aussi assez nombreux, les géomètres au Bénin. Aujourd'hui au Bénin, géomètres experts, nous sommes 10, inscrits au tableau de l'ordre pour tout le Bénin. Et c'est pas beaucoup, vous estimez que c'est très peu? Oui, c'est peu. Pour couvrir le territoire, c'est très peu. La preuve, c'est que pratiquement tous sont installés dans le sud et le nord, il n'y a pas aujourd'hui de géomètres experts installés dans le nord. Et tout ça crée de la pagaille qu'on observe dans le nord. Parce qu'il y a des pseudo-géomètres qui sont pleins dans le métier, ils sont peut-être 500 000, ils envahissent les géomètres experts. Et ils font usage même du titre de géomètre expert, ce qui est puni par la loi. Monsieur Kossougbeto, vous allez rester avec nous, le temps pour nous de suivre le journal, le 19h45, chers amis. Voici pour vous le journal avec Nadège Sani.
Il est 19h45. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Les appareils électroménagers, nous les utilisons au quotidien. Une fois usés, ils deviennent des déchets électroniques et représentent une menace pour l'environnement. Les tricycles sont parfois vecteurs d'insécurité routière pour leur mauvaise conduite. Quelles sont les règles à respecter par ces conducteurs pour éviter les accidents? On en parle dans ce 1945. Quel est le sort des marmites en aluminium? La production au Bénin est toujours artisanale, mais elle est menacée par la concurrence des pays limitrophes. Le gouvernement béninois a adopté un décret demandant à l'Assemblée nationale l'autorisation de ratification du protocole de Séoul relatif à l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Adopté le 12 novembre 2012, ce traité international vient compléter la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Cette démarche de l'exécutif devrait contribuer à l'amélioration de la santé des populations et permettre de réprimer plus efficacement le trafic illicite de ces produits. Les déchets électroniques, encore appelés les e-déchets, sont des sources dangereuses de pollution pour l'environnement. Ces appareils font partie intégrante du quotidien des Béninois, mais une fois hors d'usage, que deviennent-ils? Jules Akoykou, Marcel Arossi et Amandine Agnambossou pour plus de précisions. Le développement de la science et de la technologie rend l'homme de plus en plus dépendant des appareils. Au bureau comme à la maison, l'homme a besoin des équipements électriques et électroniques au quotidien. L'homme est devenu esclave du progrès. Au Bénin, par exemple, des milliers de tonnes d'équipements électriques et électroniques atterrissent sur le territoire. De façon générale, ces produits nous viennent de l'Occident pour faire court. Principalement, nous avons des grands producteurs tels que la France, il y a les États-Unis, qui, dans la difficulté de gestion ou dans une bonne politique ou stratégie de gestion de ces produits usagés, qui sont finalement des déchets électroniques et électriques, se retrouvent dans la possibilité en fait de convoyer en fait ces produits usagés vers des pays en voie de développement. Je peux vous dire qu'on envoie aussi ces produits-là en Chine. Donc, pourtant, la Chine, on ne peut plus dire que la Chine est un produit en voie de développement aujourd'hui. Donc, en gros, ces déchets proviennent de l'Occident. Mais que deviennent les déchets électriques et électroniques? Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2007, le Bénin est passé de 6 000 à 8 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Ces équipements de deuxième main pour la plupart se retrouvent très tôt sur les dépotoirs et décharges. L'eau de pluie, lessive, tous les métaux lourds qu'ils contiennent et cela entraîne la pollution de la nappe phréatique. Les déchets électriques et électroniques qui évidemment constituent une source importante de pollution de l'environnement et donc ces déchets de façon générale qui sont des produits usagés contiennent un certain nombre de produits toxiques et donc qui polluent de façon générale l'environnement. Ceux qui travaillent sur ces déchets sauvages, à force de casser, d'inhaler les gaz et de brûler les plastiques, sont totalement exposés aux maladies et en meurent en silence sans que personne n'arrive à faire le lien entre leur travail et leur décès. Il y a plusieurs composantes de ces déchets-là. Par exemple, il y a une part de plastique, il y a une part de céramique. Donc, il faut recycler. Ça veut dire qu'en temps, il faudra séparer chaque partie qui compose ces déchets-là et maintenant les réutiliser. Donc, les transformer à faire autre chose, d'accord, ou les réutiliser autrement.
Dans son œuvre, le manifeste pour la gestion rationnelle des déchets électriques et électroniques au Bénin, l'expert et consultant international en environnement, l'ancien ministre Rogatien Biaou, affirme que les déchets électriques et électroniques présentent des conséquences graves sur la santé humaine et sur l'environnement. Il faut, selon lui, 485 millions de francs CFA par an pour la collecte, le tri, le stockage et le traitement de ces déchets au Bénin. On les rencontre un peu partout, transportant des sachets d'eau ou encore des bidons d'essence. Ce sont les tricycles. Ils sont parfois vecteurs d'insécurité routière pour mauvaise conduite. Quelles sont les règles à respecter par ces conducteurs pour éviter les accidents? Les réponses dans ce reportage de Mathieu Sokenou, Agnat Bello et Malini Chibozo. Communément appelés cloboto, les tricycles sont des moyens de transport qui atténuent les peines des populations. Ceci en transportant des marchandises et des personnes. Si tu as des marchandises à transporter, on peut les prendre. On remorque aussi des personnes. Et quand on parle de tricycle, il y a deux formes. Il y a tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises. Très courant comme moyen de transport aujourd'hui dans les rues de Cotonou. Et pourtant, les conducteurs de ces engins ne disposent pas d'un permis de conduire approprié. Quand on prend les tricycles comme par exemple tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises, nous constatons que la capacité cylindrique de ces tricycles-là est entre 150 et 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut leur donner le permis, s'ils veulent leur passer le permis pour pouvoir conduire ces tricycles-là, c'est le permis A2. Ça veut dire que leur couloir de circulation sur la route, c'est l'extrême droite, comme les deux roues, comme les conducteurs à deux roues. Donc nous les classons dans cette catégorie-là par rapport au permis que je viens de citer. On observe à Cotonou que c'est le cas, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire. C'est les mêmes conducteurs de deux roues qui se retrouvent être conducteurs de trois roues. Un fait qui met à mal la sécurité routière. Le CNSR organise de temps en temps des séances de sensibilisation à l'endroit de ces usagers-là, de ces conducteurs-là, dans les gares routières, les tricycles dont nous parlons pour transport de personnes, de passagers, on les retrouve à Topa, au niveau du pont là. Ils ont un bureau, ils ont leur pack. Nous allons régulièrement sur les packs pour les sensibiliser par rapport à la conduite sur la voie, par rapport à comment partager la route avec les autres usagers de la route. Les tricycles, les conducteurs de tricycles pour marchandises, c'est difficilement qu'on a accès à eux. Eux autres n'ont pas de pack de regroupement. Ça fait que nous avons des difficultés à les atteindre. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à la chose parce que nous avons vu que cette mode, ça a commencé par se développer à Cotonou. Les tricycles dont nous parlons, nous allons les mettre, ils vont commencer par faire la vie technique. Nous sommes en train de penser à ça. Et par rapport à ça, nous allons mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que quand ils viennent faire la vie technique, nous les obligeons à aller passer le permis de conduire pour avoir la catégorie conforme. Rappelons que c'est seulement en 2016 que le Centre national de la sécurité routière a commencé par tenir compte des cas d'accidents causés par les tricycles. Puisqu'avant, il n'était pas vecteur d'insécurité routière. Les marmites en aluminium plaisent pour leur fabrication artisanale. Cependant, le marché Made in Benin de ces marmites peine à décoller face à la concurrence des pays ouest-africains. Reportage d'Ine Bouraïman, Mathieu Sokenou, Gloria Oni. Introduit au Sénégal vers 1942, la fonte de l'aluminium de deuxième fusion s'est répandue dans toute l'Afrique. Au Bénin, la fabrication des marmites suite à la dissolution de l'aluminium n'est toujours pas industrielle. Elle est toujours artisanale. Nous fabriquons les marmites avec un mélange sablo-argileux humide. Après conception de différents modèles avec le sable, nous maintenons la forme avec de la poudre. Ensuite, on fond l'aluminium dans un récipient.
Verse le liquide obtenu dans une matrice spéciale en forme de l'objectif. Pour que l'aluminium ruisselle, on le porte à 880 degrés Celsius dans un petit tonneau jusqu'à effervescence. Nous agissons sur cette jante et cela aiguise le feu à vite dissoudre l'allure. Voilà comment nous arrivons à avoir le liquide. Les marmites fabriquées ici au Bénin portent des préjugés. Pour certaines femmes, les marmites fabriquées ailleurs sont plus solides et durent plus dans le temps. Pour Bénin, là, c'est les gens qui fabriquent. Les gens sont ici là pour fabriquer. Mais pour Bénin, ça gâte vite plus que pour Ghana. Et c'est ça. Les fondeurs béninois en font davantage pour le perfectionnement de l'œuvre. La différence entre les marmites d'ici et d'ailleurs est que les marmites d'ailleurs sont plus lisses que celles d'ici. Mais nous avons découvert l'aluminium qui rend les marmites lisses et nous en utilisons. Les prix des marmites varient selon leur volume. Demi, quoi. Demi kilo, 1500 millions, ça est le et le un demi, 1 kilo, et le 1800 millions, ça est le. Ouais, mais ça quoi ton temps, 1800, je comprends pas. Et le dion, et 1 kilo et demi, et le 2500. Mais ça, quoi de nous soit quoi, et nous soit quoi, 2020. Les marmites conçues selon une tradition ancienne sont idéales pour toutes sortes de mets et peuvent être utilisées sur toutes sortes de foyers et dans tous les foyers. Page internationale à présent, un projet de coopération avec la Corée du Sud a permis de mettre au point 37 variétés de riz au Cameroun. Ce projet a permis de distribuer 15 tonnes de semences certifiées de riz et 3 tonnes de semences certifiées de riz pluvial aux producteurs de certaines localités des régions du centre, de l'Est et de l'Ouest du Cameroun. Au-delà de cette production, le projet vise à s'approprier l'expérience coréenne en matière de production irriguée de riz qui fait partie des produits les plus consommés au Cameroun. L'entreprise française d'agroalimentaire Lactatis, toujours au cœur des préoccupations de la justice française. Des perquisitions au siège social de Laval et à l'usine de Cran ont été effectuées ce matin. Compte rendu avec Elonia d'Almeida d'après les sources de l'AFP. Des enquêteurs sont arrivés de façon coordonnée ce mercredi, peu avant 9h30, au siège social de Lactalis à Laval et dans l'usine de Cran à Mayenne, d'où sont sortis les lots de lait contaminés à la salmonelle. Des magistrats et 70 enquêteurs de la gendarmerie étaient sur place, selon une source proche du dossier. Ces investigations ont lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à Paris le 22 décembre pour tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine et inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit préjudiciable à la santé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments en compagnie de nos programmes. Et bien voilà, merci à vous Nadège pour ce point de l'actualité. Alors nous revenons à notre géomètre expert, Monsieur Kosubeto Briac. Alors, on échangeait tout à l'heure sur la formation et vous avez évoqué enfin un chiffre, 110 géomètres pour couvrir tout le territoire béninois. Et petit, grand... 70 géomètres experts. Oui. Il y a une différence entre un géomètre expert et un géomètre. Un géomètre expert, il a minimum le niveau ingénieur. Voilà. Plus 7 stages d'expertise et il est accepté à l'ordre.
Donc les 110 que nous avons aujourd'hui au Bénin sont des géomètres experts. Prêtés serment. D'ailleurs. Oui, prêtés serment. Et qui sont installés par le ministère. Tu envoies un dossier au ministère, le ministère te donne un agrément d'installation. Ouais. Et cet agrément peut être aussi retiré. C'est pourquoi le géomètre expert n'a pas droit à faire des études de complaisance. Il doit travailler dans la rigueur et selon les tests en vigueur dans le pays. Mis à part ces 70, il y a des géomètres. Les géomètres topographes, niveau DTI, niveau BTS, niveau licence, qui sont un très très grand nombre. Justement, parlant de niveau, quel est le parcours là? On va vraiment l'expliquer à nos téléspectateurs, surtout à ces jeunes-là qui nous suivent, là, qui sont en quête d'un emploi, qui veulent embrasser une carrière. Qu'est-ce qu'il faut comme parcours pour aboutir à géomètre topographe ou géomètre expert? Déjà avec... quelle série déjà au départ? Au départ... De n'importe quelle série, on peut partir. C'est jusqu'au niveau BPC. D'accord? Quand on a le BPC, vous pouvez aller dans les écoles spécialisées. Il y a le lycée Koulibaly, il y a des écoles privées qui forment. Et là, vous obtenez un DTI, géomètre topographe. Il y a le lycée de Boycon aussi qui fait pareil. Un DTI, géomètre topographe. De là, vous pouvez entrer à l'université. À l'université, on prend ceux qui ont le niveau DTI, géomètre topographe, ou ceux qui ont un bac C ou un bac D. Et là, vous rentrez dans un cycle d'ingénieur. C'est-à-dire, un littéraire ne peut pas embrasser le... Non, si vous êtes littéraire jusqu'au niveau du bac, vous ne pourriez pas supporter. Parce que là-bas, c'est les mathématiques et autres. Vous ne pourriez pas supporter. D'accord. Voilà. Donc, il faut les séries scientifiques au départ. Voilà. Okay. Et après le bac? Après le bac, il faut forcément un cycle d'ingénieur. Si c'est un cycle LMD, vous ne pourriez pas rentrer à l'ordre. Vous avez peut-être un BTS, vous avez une licence, géomètre topographe, mais vous ne pouvez pas faire partie de l'ordre des géomètres experts. Et parlant d'ordre, vous avez une fédération qui réunit vraiment ces 110 experts. Oui, il y a l'ordre des géomètres experts du Bénin, qui a un conseil en sa tête. Il siège combien de fois et il discute de quoi concrètement? Il discute de tout ce qui doit rendre... Qu'est-ce qui concerne la profession, les travaux qui sont menés, les géomètres experts de leur vie et de beaucoup de choses. Ils défendent les intérêts des géomètres experts. D'accord. Et bien les intérêts de comment on les appelle, des populations, parce que vous êtes à leur service, c'est vrai, ils doivent vous solliciter et tout, mais à quel prix, on va le savoir tout à l'heure. Tout citoyen lambda qui a un problème avec un géomètre expert, sur un chantier, peut écrire à l'ordre et demander assistance. Et l'ordre le fait gratuitement. Quand c'est écrit au conseil de l'ordre réagit, fait les investigations et aide les citoyens. Pour ça, il n'y a pas un coût spécial à payer. Ça, c'est le conseil de l'ordre qui se charge de ça. D'accord. Pour solliciter vos services, il faut avoisiner, il faut avoir à peu près combien Ça dépend des travaux. Oui, si vous avez, je suppose, une maison bâtie dans Cotonou et vous voulez un levé topographique, nous avons un coût de tarifs. D'accord. Et conformément au coût de tarifs, vous allez avoisiner environ 100 000 francs pour le levé topographique. Oui, c'est comme ça. Et ça prend combien de temps pour la levée topographique? Et ça dépend de ce que vous avez comme bâtiment sur votre terrain. Vous comprenez? Si vous avez sur votre concession un seul bâtiment R plus 1 par exemple, je ne mettrai pas le même temps pour le relever que si vous avez 3-4 bâtiments en tôle, en tuile ou autre chose. Parce que c'est quand même un métier qui nourrit son homme. Hein? Oui, ça nourrit son homme. C'est un métier qui nourrit son homme. Et les jeunes à la quête de l'argent facile ne sont pas toujours prêts à faire tout le cursus pour aller pour devenir géomètre expert. Voilà. Et il y en a aujourd'hui qui s'arrêtent au BTS, mais qui veulent gagner autant que le géomètre expert. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'au niveau de l'ordre, aujourd'hui, c'est structuré de telle sorte qu'il n'y a que le géomètre expert qui doit travailler, alors qu'on est conscient que celui qui a le DT doit travailler. Donc aujourd'hui, le conseil en place fait déjà un travail de recensement de tous ceux qui ont connu la formation de géomètre topographe. Et on est en train de voir comment revoir les tests pour permettre quand même à ceux qui ont un DT, à ceux qui ont un BTS, à ceux qui ont une licence, de pouvoir quand même jouir du métier qu'ils ont appris. Et de pouvoir combler le gap, parce que 110, il en faut plus pour un pays comme le Bénin. Oui, l'ordre est ouvert, et on prend les ingénieurs géomètres formés au Bénin comme à l'extérieur. Il y en a qui se forment au Mali, il y en a dans les pays de l'Europe, il y en a au Canada, un peu partout. On prend, on examine les programmes d'études,
on compare, on connaît un programme différent, on compare. La seule difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que le programme LMD est de plus en plus réparti. Alors qu'à l'ordre d'aujourd'hui, on ne prend qu'un ingénieur. Là, nous sommes dans une démarche de revoir les tests, permettre au moins à ceux qui ont fait le parcours LMD, qui ont eu un master spécialisé, de pouvoir quand même aussi intégrer l'autre. Alors, quand vous dites que dans le Nord, par exemple, qu'il n'y a pas de géomètre expert, oui. Est-ce qu'au sein de votre creuset, vous en discutez? Il en faut quand même là-bas. On en discute et on encourage. Par exemple, avant, la plupart du temps, quand je vais prêter serment, ce n'est qu'au tribunal de Cotonou qu'on prête serment. Mais aujourd'hui, on encourage les nouveaux venus à prêter serment dans les institutions qui sont à l'intérieur du pays. La dernière fois, on l'a fait à Aboumé, à un confrère, et on en fera à Parakou, et ainsi de suite. On veut que les géomètres experts aillent s'installer à l'intérieur du pays. Ça va diminuer les problèmes de magouille foncière et il y a beaucoup de choses qui se collent le géomètre expert. Aujourd'hui, c'est plus toujours une fierté de se présenter quelque part géomètre expert. On répond, c'est ceux qui font les terres. Ah oui? Ah oui. Vous êtes souvent taxé de voleurs de terres, c'est ce qu'on nous colle. C'est ce qu'on nous colle, c'est ce que tout le monde nous colle. Mais la réalité, est-ce que quelqu'un qui a prêté serment peut se permettre de faire ces gens de Ça, c'est la grosse interrogation à laquelle nous allons tenter de répondre peut-être la prochaine fois. Ou bien, on vous laisse finir rapidement votre idée. Il y a des studios géomètres qui font beaucoup de choses et ils disent, je suis géomètre expert. Vous avez des collaborateurs, ils vont sur un terrain, ils vont se présenter en tant que géomètre expert. Et c'est ce que la population reçoit, c'est ce que la population est en contact. Les géomètres qui sont en contact de la population, ils sont pleins. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas appris de métier de géomètre, mais qui se présentent mais qui exercent sur le terrain. Parce qu'ils ont juste eu à collaborer avec un cabinet pendant 1 an, 2 ans. Ils savent comment tirer la chaîne, comment observer. Et c'est fini. Ils se disent géomètre. Il faut mettre fin à ce genre de pratique. Et l'ordre s'active régulièrement et activement à ça. Il faut dire que les géomètres experts qui sont complices de ces manifestations seront aussi surpris parce que le titre de géomètre expert, l'agrément que l'État donne, l'État peut le retirer. Il faut que le géomètre expert cesse de penser qu'il a un Dieu. Il a reçu son agrément, c'est terminé. Et nous, on sollicite le ministère des cadres de vie de nous accompagner, de nous aider. Le tribunal de nous aider, nous sommes prêts. Les géomètres fautifs, on est prêts, on va accumuler les éléments, et s'il faut punir, il faut punir. Le métier de géomètre expert, c'est un métier d'avenir, un métier qui nourrit vraiment son homme, mais vous êtes exposé à d'énormes dangers, n'est-ce pas? Oui. À de difficultés énormes, en tout cas vis-à-vis des populations que vous servez quotidiennement. Merci beaucoup, Monsieur Kosugbeto, d'être venu sur ce plateau nous parler donc de cette profession et j'espère que vous reviendrez les prochaines fois nous entretenir davantage sur ce sujet. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Alors, le dernier plateau que nous allons installer, c'est celui de Agnat Bello. Autant savoir. Est-ce qu'il faut un permis de conduire pour les conducteurs de tricycles, les conducteurs, ces engins-là que nous voyons très souvent dans nos villes, à Cotonou, à Parakou, à Nantitengo, un peu partout sur l'étendue du territoire béninois? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité, M. Agbessi, tout à l'heure sur Autant savoir. Mais avant, regardez donc, écoutez aussi cette interview de Agnat Bello. L'historique des tricycles, nous sommes les premiers qui ont commencé l'activité du tricycle, la conduite du tricycle. Nous avons été acceptés par le gouvernement d'alors sur la base des permis de catégorie B. Ce qui fait que depuis ce temps, tous ceux qui viennent dans notre secteur sont détenteurs de permis B. Les tests ne valent que ceux qui sont censés de les appliquer, comme on le dit. Si la personne, même s'il a le permis et il ne prend pas conscience au moment où il est sur son guidon, s'il ne prend pas conscience par rapport aux règles qui régissent la circulation, il peut facilement violer le code de la route. Il faut toujours respecter le code de la route pour ne pas créer du dommage aux autres usagers de la route. La particularité des tricycles est que là où empruntent les motos, les tricycles aussi empruntent. Et lorsque c'est bouché là et côté véhicule est libre, le tricycle passe aussi par là. Ça cause un problème de sécurité.
Véritable vecteur d'accident, source d'insécurité, en tout cas c'est l'essentiel à retenir de ces téléments, signé Agnat Bello qui est avec nous sur ce plateau pour Autant Savoir. Agnat Bello, bonsoir. Bonsoir Karamata Boutao, bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur Ghislain Agbessi, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes de la famille BB24, seulement que vous n'avez pas encore eu l'occasion, le privilège de découvrir ce nouveau plateau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous fait que d'être ici avec nous dans ce nouveau décor en début d'année? C'est un plaisir pour moi de découvrir ce beau décor et j'en suis fier. Monsieur Agbessi, tout le plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, d'Autant Savoir, un plateau que vous connaissez très bien d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous parlons des conducteurs de tricycle. Nous avons déjà eu à relever le fait qu'ils étaient vecteurs d'insécurité routière, mais avec vous, j'aimerais savoir, est-ce que la solution pour régler ce problème, c'est le permis de conduire? La solution c'est une solution. C'est pas la solution. Oui. Voilà, c'est une solution. Lorsqu'ils passent leur permis de conduire, ils reçoivent des formations, ils reçoivent une formation et ça leur permet de savoir comment se comporter et de prendre certaines dispositions dans la circulation. Puisqu'ils ont appris le code de la route, ils se comportent mieux par rapport à ceux qui n'ont rien appris et qui forcent toujours le passage dans la circulation. D'accord, mais cette formation, c'est pour obtenir quel permis? Parce qu'il faudrait lever l'équivoque. Dans le reportage, voilà, il a parlé de permis B. Et sur ce plateau, on nous a plutôt parlé de permis A2. Voilà. Donc pour vous, quel est leur permis aujourd'hui? C'est le permis A2. D'accord. Parce que c'est des tricycles pour les quadricycles et les tricycles à moteur, ainsi que les véhicules à 2 roues dont la cylindrée n'excède pas 400 cm, c'est-à-dire supérieur à 75 cm3 et qui n'excède pas 400 cm3, il faut le permis de la catégorie A2. Monsieur, et c'est ce qu'il vous leur faut. D'accord. Monsieur Agbessi, dites-nous, en tant que promoteur d'auto-école, est-ce que vous offrez une formation vraiment pour ces conducteurs-là? Oui, c'est vrai, nous en offrons et puis j'en ai formé une bonne partie qui ont passé les examens l'année dernière. Et puis actuellement, il y a d'autres qui veulent venir et qui se préparent à venir. Et puis, surtout pour des structures qui distribuent certaines marchandises, ils veulent que leurs conducteurs de tricycle aient le permis afin qu'ils puissent souscrire à une police d'assurance. Bon, justement, voilà. Le plus important, ce n'est pas seulement recevoir une formation, c'est de recevoir une formation adéquate. Est-ce que réellement les auto-écoles au Bénin sont déjà prêtes à donner cette formation-là aux conducteurs de tricycle? Parce que ce n'est pas la même chose avec les véhicules et les engins à 2 roues. Vous savez, les moniteurs d'auto-école sont formés dans un centre où, à leur sortie, ils obtiennent toutes les catégories de permis de conduire. Et j'ai la chance d'enseigner dans ce centre. Donc, ils sont bien préparés. La plupart des moniteurs qui sortent de ce centre sont bien préparés pour dispenser ces cours-là, pour former ces candidats au permis de conduire de la catégorie A2, entre autres. D'accord, mais comment se fait la formation? C'est-à-dire c'est une formation théorique, c'est-à-dire au code de la route, et une formation pratique pour leur permettre de savoir comment circuler, comment se comporter, comment manœuvrer, comment manipuler ce véhicule dans un secteur donné, comment reculer et puis positionner. Et puis, il y a un circuit donné. Ils rentrent dans le même circuit que les conducteurs de véhicules de la catégorie B à l'examen du permis de conduire. Alors que confiabilité, c'est pour avoir un permis A2. A2, voilà. Mais comment on peut expliquer ça? Parce qu'à l'examen de permis de conduire, il y a les épreuves de maniabilité. Donc, ils font les épreuves de maniabilité et en partie, ils rentrent dans le créneau pour leur permettre de ranger le véhicule. Voilà, c'est pourquoi ils font en partie les épreuves de la catégorie B. Donc, ils sont considérés un peu comme véhicules alors? Tout petit peu, hein? Oui, non, tout ce qui a une roue, même la boîte est un véhicule. Donc, tout ce qui roule pour vous roule un véhicule. Voilà. Donc, c'est des véhicules à 2 roues. Et maintenant, nous parlons de véhicules à 3 roues, parce que c'est des tricycles. Mais ils sont des véhicules
qui, la nuit, ne sont pas rapidement perceptibles. C'est pourquoi nous pouvons leur conseiller d'avoir des dispositifs réfléchissants pour permettre de remarquer le gabarit assez tôt, pour ne pas les confondre aux véhicules à 2 roues. Et il y a certains véhicules, j'en ai vu des tricycles actuellement, qui ont des feux de gabarit. Ah mais là c'est bien, parce que quand j'en ai vu, mais je l'ai apprécié parce qu'on les confondait aux 2 roues. Et c'est lorsque vous êtes proche de ces véhicules que vous vous rendez compte que c'est un véhicule à 3 roues avec un gabarit un peu plus imposant. Mais qu'en est-il de leur conduite sur nos voies? Est-ce que vous-même vous appréciez la chose? Parce que ça a été dit dans le reportage, tantôt ils sont sur la piste cyclable, tantôt ils sont sur la chaussée. Il faudrait qu'ils sachent justement dans quel couloir ils doivent rouler. Ils doivent circuler, puisqu'ils ont un certain gabarit, ils doivent circuler sur la chaussée qu'utilisent les automobilistes, parce qu'à cause de leur gabarit. Mais ils doivent circuler en serrant en serrant la droite, ils doivent circuler à l'extrémité droite de la chaussée pour ne pas gêner, pour ne pas gêner les automobilistes. Mais pour ceux du CNSR, pour eux, c'est la piste cyclable ou rien, parce que pour l'instant, ils se comportent comme des engins à 2 roues, ils ont un casque, ils ont tout ce qu'il faut pour, malgré leur gabarit. Ça n'a pas encore été prévu dans des réglementations précises à leur endroit. Vous savez, c'est des véhicules à 3 roues, mais parfois, il y a de ces véhicules à 3 roues qui ont un habitacle. Lorsqu'ils ont un habitacle, ils n'ont pas besoin de casque. Mais lorsqu'ils n'ont pas d'habitacle, il faut qu'ils aient un casque. Et vous savez, vous les voyez chargés au-delà de leur capacité. L'habitacle dont vous parlez, c'est ce couvert, c'est ça, cette bâche? Voilà, qui les couvre. Donc, ils n'ont pas besoin de casque. Mais ceux qui n'ont pas cet habitacle ont nécessairement besoin de casque en cas de chute. Parce qu'ils chutent souvent. Hein, justement, et ils font chuter aussi. Ils font chuter aussi, voilà, malheureusement. Et puis là, il faut qu'ils se protègent pour ne pas subir les dégâts en cas de chute qui sont souvent... Donc pour vous maintenant, pour améliorer la circulation au niveau des tricycles, vous avez parlé justement de ces lumineuses-là, gabarits, vous avez dit... Des feux de gabarit. Des feux de gabarit, mais à part ça, quelles autres dispositions ils peuvent prendre peut-être pour qu'on puisse mieux les distinguer sur la voie afin de ne plus entrer en collision avec eux, par exemple, surtout la nuit. Oui. Avec nos voies qui ne sont pas assez éclairées. Je crois que sur ce plateau, déjà, vous avez eu à dénoncer la chose. Voilà. Donc, nos rues ne sont pas assez éclairées. Et puis, quand nous les voyons, ils nous surprennent souvent dans la circulation. Donc, moi, je souhaiterais qu'ils portent des vêtements clairs et qu'ils mettent des dispositifs réfléchissants, que ce soit la nuit ou bien parfois, ils n'allument pas assez vite leurs feux. Il faut qu'on les remarque. Donc, en plus des feux de gabarit, il faut qu'ils aient des dispositifs réfléchissants, par exemple des triangles qu'ils peuvent mettre en morceaux et puis coller ça sur chaque côté pour vous permettre qu'on les remarque assez vite. Par ces dispositifs réfléchissants, je crois quand même que les automobilistes ou les autres usagers de la route pourraient les remarquer et savoir que voilà, j'ai affaire à un tricycle. D'accord, mais jusque-là, vous avez rappelé le fait que vous donnez des cours au niveau d'un centre du CNSR, vous êtes aussi promoteur d'auto-école. Combien de conducteurs de tricycle avez-vous déjà formé, M. Agbessi? Ah non, je vais éclaircir une situation là. Je suis enseignant au Centre national de formation des moniteurs du ministère des Travaux publics et du ministère des Infrastructures et des Transports. Et puis je suis promoteur d'auto-école, directeur d'auto-école, et puis je suis moniteur. Voilà, donc, ça fait beaucoup de casquettes sur ce plateau. En tout cas, donc j'enseigne, et puis je ne suis pas bureaucrate, et puis je participe à la formation avec un moniteur dans mon établissement. On peut venir à la question, s'il vous plaît, voilà, allons à la question. Alors, vous en avez formé combien? Oui, j'ai déjà, pour l'année dernière, j'ai déjà une douzaine de tricycles qui ont obtenu le permis, c'est-à-dire conducteurs de tricycles qui ont obtenu le permis avec moi, et le permis de la catégorie A2. Mais justement, voilà. Ces conducteurs, je suis sûr que vous avez peut-être eu encore à en rencontrer dans la rue. Est-ce que vous avez l'impression que ce permis qu'ils ont obtenu a changé quelque chose dans leur façon de circuler? Absolument. Ils sont exemplaires et vous les voyez circuler
toujours à l'extrémité droite et ils utilisent le couloir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le couloir prévu pour les 2 roues lorsque c'est fluide. Ils utilisent ça pour toujours garder l'extrémité droite de la chaussée pour ne toujours pas gêner. Et c'est des gens qui ne surchargent pas. Et c'est ça qui me contente. Je vois qu'ils ne surchargent pas parce que ça veut dire que ce qu'ils ont appris à l'auto-école, ils sont en train de l'appliquer parce qu'il y a le PTAC, que beaucoup de gens ne remarquent même pas sur les véhicules, parce qu'il y a une plaque qui est contre ces véhicules pour donner le poids total autorisé en charge. Le poids que ce véhicule ne peut pas dépasser quel que soit son chargement, c'est-à-dire avec son chargement maximum, ne doit jamais dépasser ce poids sur la route. Il y a le poids à vide, il y a aussi le poids utile. Donc tout ça, là, c'est des choses que les gens doivent comprendre et puis savoir que, voilà, il ne faut pas charger et puis déborder ni derrière ni devant. Bon, et il faut qu'ils aient cette formation pour savoir qu'ils doivent... Mais justement, hein, M. Agbessi, au départ, ce n'était que des conducteurs de marchandises, mais aujourd'hui, ils transportent des personnes. Et ça a été dit sur ce plateau, vous vous rendez compte d'être ici qui vont jusqu'à transporter près de 9 personnes. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Le tricycle, il y a juste le conducteur qui est devant et il ne peut que prendre 3 personnes derrière. Et c'est juste, parce que c'est 3 places derrière. Donc, ils sont 4. Non, ça, il y a plusieurs types de tricycles. Hein? Les tricycles qui ont un habitacle et qui ont des banquettes, c'est-à-dire il y a et pour une banquette. Tricycle, celui qui a juste l'espace pour le conducteur et puis qui traîne des marchandises. C'est des tricycles de transport de marchandises. Mais qui transportent des personnes. Non, on ne peut pas mettre des personnes dans un habitacle de marchandises. Oui, dans un pas un habitacle. Ils vous diront que les bâchers le font. dans une benne pour transporter des marchandises. Ils n'ont pas le droit de le faire parce qu'ils doivent avoir des sièges inamovibles pour ces véhicules-là. Pour que les gens soient bien assis. Ceux qui n'ont pas dans cette... Les gens s'agrippent ou bien sont debout. Ce n'est pas normal. Il faut nécessairement que ces personnes soient assises dans ces véhicules-là pour être transportés. Ces personnes ne se rendent pas compte de ce qu'ils mettent leur vie en danger. Il n'y a même pas que des hommes. Hein. Vous voyez parfois des femmes, même du retour du marché, qui s'y plaisent même en discutant, en papotant même avec... mais c'est très dangereux parce qu'en cas de chute, ils seront renversés, tout comme, vous voyez, lorsque les véhicules qui transportent les matériaux de construction, quand ils viennent verser du gravillon, par exemple, c'est ainsi qu'ils seront renversés. Oui, en cas de chute, parce que là, c'est des véhicules qui ne sont pas très équilibrés aussi et qui peuvent chuter à tout moment. D'accord. Mieux vaut qu'ils ne Monsieur Agbessi, le temps qui nous est imparti est terminé, mais je rappelle que vous avez dit que le permis de conduire, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la seule solution, c'est l'une des solutions. Alors, en peu de mots, c'est-à-dire 30 secondes, quelles sont les autres solutions que vous proposez? Ah oui, il faut qu'ils aient le permis et qu'ils respectent strictement ce qu'ils ont appris au code de la route quand ils étaient en train de préparer le permis de conduire. Qu'en est-il de l'assurance? Oui, il faut qu'ils aient l'assurance, qu'ils aillent à la visite technique régulièrement et qu'ils aient leur permis sur eux tout le temps et qu'ils aient aussi la vignette. D'accord. Voilà. Merci, M. Agbessi. Je crois que le message est passé. Nous bouclons ici la boucle avec les tricycles. Nous avons parlé sécurité routière avec les tricycles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que le message est passé sur ce plateau. Karamata Boatao. Oui, merci à vous de nous avoir reçus du lundi au mercredi. En tout cas, pour parler du tricycle. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci, M. Ghislain Agbessi. Merci d'être venu. C'est un plaisir partagé. Vraiment. Donc, après l'assurance, on retient, chers amis, si vous êtes conducteur de tricycle, vous avez droit donc de circuler au Bénin, mais il faut respecter les tests, il faut déjà faire le permis de conduire, il faut faire l'assurance, la visite technique et surtout mettre en application ce que nous avons appris ou ce que vous aurez appris dans les centres de formation auto-école. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Avant de descendre, nous allons faire un retour à la météo.
tout est bien qui finit bien. C'est la fin de ce numéro du Grand Rendez-vous. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2018. Si vous nous avez suivis de bout en bout, nous avons appris un peu sur le métier de géomètre expert. Nous disons merci à M. Kosso Beto. Nous avons aussi appris que l'obtention du permis de conduire est désormais ouverte, donc accessible aux conducteurs de tricycle. Alors, si vous êtes un acteur du monde agricole, vous savez quoi faire si vous avez envie de protéger l'environnement et d'avoir un meilleur rendement, mais à condition de respecter les techniques du compostage. C'était donc dans cette émission le grand rendez-vous d'aujourd'hui et nature et bien-être. Amandine Nyambossou et son invité nous ont amené voir un peu dans le monde de la législation, des déchets électroniques, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui reste à faire toujours pour la santé des individus, des gens, des personnes et aussi la protection de l'environnement. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces moments de télévision avec vous depuis lundi à aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, plaise à Dieu. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la réalisation de ce numéro. À la prochaine.